Salut tout le monde, c'est Toine Labac, le clochard magique, pour vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a pas longtemps. Il s'agit ici d'un re-upload de la vidéo Comment ne pas échouer au Japon, ne faites pas comme moi, qui par ailleurs était ma vidéo qui a le plus fonctionné le plus rapidement possible. J'ai jamais eu ça avant, en une semaine plus de 3500 vues, donc vraiment un grand merci. Et pourquoi est-ce que je la re-upload ici? Eh ben c'est tout simplement parce que j'ai eu une demande de suppression provenant d'une personne. YouTube m'avait donné un ultimatum de 7 jours afin d'effacer la vidéo, et que si je ne le faisais pas, eh ben j'allais être pénalisé pour atteinte au droit d'auteur. Et j'avais même reçu un message en notification via YouTube Studio qui me disait que si la vidéo n'est pas effacée, ben votre chaîne sera clôturée. Évidemment, je n'ai pas envie que ma chaîne soit clôturée, comme je n'ai pas envie d'être pénalisé pour une raison ou une autre. J'ai essayé de rentrer en contact avec la personne qui m'avait fait cette demande de suppression, mais c'était pour l'utilisation d'une photo qui apparaît dans la vidéo pendant littéralement 3 secondes. J'ai essayé de rentrer en contact avec cette personne afin de lui demander si c'était possible d'enlever sa plainte, sa demande de suppression, afin que je puisse intervenir directement sur la vidéo via YouTube Studio. Car ce que je ne savais pas, parce que c'est la première fois que je me retrouve dans un tel cas de figure, en 4 ans et après plus de 300 vidéos, eh ben quand tu as une demande de suppression, tu ne peux pas intervenir sur l'édition, le montage de ta vidéo depuis YouTube Studio. Ok, cette image elle pose problème, ce que je vais faire c'est que je vais juste couper ces 3 secondes et c'est fini. Malheureusement je ne pouvais pas le faire, ma demande n'a pas abouti, ce qui fait que j'ai dû effacer la vidéo et la re-uploader. C'est vraiment très dommage pour moi parce que c'était la vidéo qui fonctionnait le mieux, qui avait commencé à attirer de nouvelles personnes, de nouveaux abonnés d'ailleurs, encore merci à vous. Donc ça saoule, mais bon, ce sont les règles du jeu et puis je joue selon les règles, donc voilà, mais c'est dommage, j'aurais bien voulu pouvoir trouver une solution avec la personne qui m'a striké / fait cette demande de suppression. Dans ce genre de cas, il devrait y avoir une solution afin de pouvoir juste enlever la partie ou flouter une image ou quelque chose de ce genre-là et puis vivre sa vie, alors que là, sur une vidéo qui dure 13 minutes, une image qui apparaît pendant 3 secondes te pénalise pour tout. Donc c'est vraiment pour ça que je vous le demande aussi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, regardez à nouveau la vidéo maintenant, bombardez le bouton like, lâchez des commentaires, écrivez zizi, écrivez ce que vous voulez, un petit mot de soutien par rapport à cette situation. C'est pas la fin du monde, mais évidemment quand t'es un artiste indépendant, un artiste freelance, tout ce que je fais dans ma vie, je ne fais partie d'aucune structure, je fais tout seul. Et c'est la même chose pour les vidéos, et même si ça peut paraître extrêmement ridicule, extrêmement petit pour certaines personnes d'avoir des vidéos qui font 3000, 3500 vues, pour moi c'est vraiment un miracle, et puis j'en suis très content. J'espère donc que ce re-up permettra à cette vidéo d'atteindre au moins les chiffres qu'elle avait eu avant, et je compte sur vous pour essayer de faire en sorte de retourner à ce stade. Encore merci à vous, merci de vous abonner, merci de liker, de commenter, de faire tous ces gestes qui sauvent la vie. Bon visionnage ou bon revisionnage, je vous fais des poutous. Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique, toi dans la bac pour une vidéo de folie. Voilà, c'est tout le temps la fête, c'est tout le temps la folie, ici toi-même tu sais. Bonne année encore, je sais que je vous ai déjà souhaité bonne année. À partir de quand est-ce que ce n'est plus casse-burne que les gens vous souhaitent bonne année? S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça. J'en profite pour remplacer une immédiatement pour mes tipeurs, à savoir Twinsunien, Xissa et Micmac2. Merci à vous. Si jamais vous voulez devenir tipeur, bah bienvenue. Et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, à liker la vidéo. Ma chaîne YouTube va avoir 4 ans. Et concernant ma présence non-stop au Japon, ça fait déjà plus de 7 ans. Avant cela, en faisant mes petits allers et venus entre la Suisse et le Japon, j'avais déjà passé 3 ans à Tokyo, ce qui fait que ma présence totale sur le territoire nippon est désormais de 10 ans. Joyeux anniversaire! Et ça tombe bien vu que mon anniversaire à moi est le 10 février. Ces 10 années au Japon en tout et pour tout n'ont pas été de tout repos, il y a eu énormément de hauts et énormément de bas, et ça fait maintenant une année que je vis à nouveau ma meilleure vie au Japon. Or, ce n'était pas vraiment le cas avant cela, car j'ai eu de très mauvais moments. Et on va en parler de ces moments très durs, comme mon pénis. Voilà, j'ai déjà dit des bêtises, ça commence bien. Beaucoup de personnes me demandent comment venir s'installer au Japon, travailler, avoir un bon emploi. C'est bien d'avoir cette envie, mais il faut quand même faire attention à certaines choses, et je pense être dans une plutôt bonne position pour prodiguer quelques conseils afin de ne pas se planter dans son plan de vie au Japon. Car ouais, je me suis quand même beaucoup planté ici sans forcément m'en rendre compte. Allez, on revient dessus après le générique. Le chat. Hello. Retour à vous mes gueux et mes gueux. Pour faire le point sur ma situation à l'heure actuelle, un événement clé a changé ma vie, la reprise de mes activités dans le dessin. J'ai déjà fait plusieurs vidéos afin de parler de mes collaborations et de mon parcours dans le monde du dessin. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne, mais depuis 2016 jusqu'à 2024, je suis passé par une très longue traversée du désert. Un peu comme lui, mais sans quepons qui veulent me taper.
Donc ça fait exactement une année que je vis à nouveau du dessin. Je touche du bois en espérant que ça dure et que les choses évoluent et aillent toujours vers le mieux. Vous pouvez donner un coup de main si vous voulez, hein, le Tipeee, toi-même tu sais. Je vis à Tokyo, je vis du dessin, je suis à mon compte, je n'ai donc pas à me coltiner la culture du travail ou un patron relou et des collègues relous. Je suis libre. Mais avant ça, c'était vraiment pas le cas, malgré le fait que j'ai des diplômes universitaires. Les diplômes, un certificat d'études supérieures ou de travail, vous aidera énormément si vous voulez venir vous installer au Japon. Mais si vous voulez partir à la va-vite conquérir le pays, vous aurez plus de chances de vous casser la gueule. C'est pas impossible, mais c'est pas la solution la plus simple. N'hésitez donc pas à prendre votre temps. S'il faut terminer un diplôme ou avoir un certificat, ça en vaut la peine. Dieu merci, j'ai un master. Comment vous dites master en France? Vous dites un maître? J'ai un maître universitaire. Alors, je rigole, hein, mais vu que vous parlez pas anglais en France... Hey, how are you? Yes, I am. Abonne-toi. C'est grâce à mon diplôme universitaire que j'ai pu trouver un emploi au Japon. Et voilà comment je suis devenu professeur d'anglais pendant 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, les employeurs s'en fichent de savoir ce que vous avez étudié. Et c'est quelque chose d'extrêmement normal, en sont témoins même mes connaissances japonaises ici. Un pote japonais avait étudié la biologie, il a fini par bosser chez Japan Railway. Une autre pote avait étudié l'art, elle a fini chez SoftBank, l'opérateur téléphonique, à faire un travail de bureau. Et une autre connaissance a étudié la littérature japonaise, et il est devenu plombier. Comme vous le voyez, les grands écarts estudiantins et professionnels sont légion ici, car votre futur employeur au Japon part du principe qu'il va tout vous apprendre. Toutefois, malgré l'obtention de diplômes et autres certificats, ce n'est pas suffisant. Si vous désirez véritablement avoir un meilleur travail, une meilleure situation professionnelle et un salaire correct, il vous faut le japonais. Et moi, mon gros problème, c'est que je n'ai pas un niveau de japonais business level. S'il s'agit de parler avec des clients, des partenaires professionnels, j'en suis incapable. Le plafond de verre est réel, et je sais très bien que j'aurais pu avoir un meilleur emploi au Japon que prof d'anglais si mes facultés linguistiques avaient été meilleures. Mais Dieu merci, finalement, ce qui me sauve le popotin, ce sont mes compétences personnelles. Les diplômes, c'est joli, mais ça ne nous différencie pas pour autant de la masse. Il y a des milliers, voire des milliards maintenant, hein, avec le surtourisme, de personnes qui viennent au Japon dans l'espoir d'y trouver un travail, et à moins d'avoir un profil professionnel particulièrement demandé et très attractif, bah un diplôme ne va pas vous garantir d'avoir une bonne situation. Car il y a énormément de personnes diplômées, même avec des masters, dont j'ai fait partie, qui viennent ici, qui deviennent professeurs de langue, qui est un très mauvais emploi au Japon, et qui le restent. Parmi ces emplois d'entrée de gamme, on retrouve également modèle, recruteur, ou encore serveur, etc. Il n'y a pas de saut métier, évidemment. Il y a toujours moyen d'évoluer très bien dans un de ces domaines professionnels, mais pour être réaliste, il y a énormément d'appelés et extrêmement peu d'élus. Le risque, c'est justement de rester coincé dans ce genre d'emploi et de plafonner. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé pendant plusieurs années. Pendant 5 ans, j'étais bloqué. Non pas que j'en étais content et que je m'en satisfaisais, mais j'avais tout simplement perdu espoir. Car tu passes ton temps à bosser, t'es fatigué, tu te rends compte que t'as vraiment très peu de temps et très peu d'énergie, et tu te laisses tout simplement abattre. Vous me direz que c'est tout le temps la même chose à partir du moment où on rentre dans la vie active, mais il y a quand même des situations où travailler au Japon, c'est un petit peu particulier. Et ce quotidien médiocre dans lequel j'étais, disons-le, bah je me disais que c'était pas si mal, et que ma vie ne pouvait pas aller mieux de toute manière. Et c'est ça pour moi qui a été le plus difficile pour le moral, car même si j'avais le dessin à côté et toujours mes amis, mes connaissances que j'avais rencontrées dans le domaine, ce n'était plus du tout mon activité principale, c'était devenu plus un hobby qui me permettait d'avoir de l'argent de poche. Mais tout de même, ça me rattachait un petit peu à cette ancienne vie qui était meilleure. Et c'est justement ça le danger du Japon, c'est le fait que de penser être au Japon, c'est suffisamment cool pour se satisfaire de peu. Et même si j'avais mes compétences dans le dessin, au Japon, j'y voyais pas vraiment l'utilité pour être honnête. Vous me direz, ah mais le dessin dans le style manga, ça vient du Japon, t'es au bon endroit, il y a plein d'opportunités pour toi. Oui, mais non. Car en tant que dessinateur d'un style manga, t'as rien de spécial en fait. C'est hyper saturé. Et je vous le cache pas, pour des raisons financières, ça ne m'a jamais intéressé de travailler dans ces domaines-là. Je travaille essentiellement avec des Américains, notamment de la scène rap. C'est ma niche. C'est là où j'y ai mes amis, c'est là où j'y ai mon réseau et mes connexions. Et c'est aussi ça qui m'a permis de prendre une distance avec le Japon, car d'un point de vue financier, ça fait depuis plusieurs années que le Japon n'est plus attractif. Je préfère tout simplement travailler avec des gens à l'étranger parce que le dollar, l'euro, le franc suisse et autres sont bien plus forts que le yen maintenant qui est en dépréciation totale. Et aussi, il faut savoir joindre ses compétences à l'aspect pratique des choses. Et pour ça, il faut un plan sur le long terme. Au Japon, en tant qu'étranger, il peut sembler qu'on est juste un rouage dans la grande mécanique avec une utilité somme toute assez limitée, sauf pour payer ses taxes, hein. Il faut essayer de penser, de se projeter au-delà de la fiche de paye mensuelle, mais également aller au-delà du fait que oh, il y a un karaoké, oh, il y a un konbini, sugoi ne, kawaii. Putain, je m'énerve moi-même en parlant comme ça, quoi. Aïe, je me suis vraiment fait mal. Car le Japon, mais surtout des grandes villes comme Tokyo, ce sont des lieux de consommation et de distraction. Pas de divertissement, de distraction. Et moi, j'ai été le premier à être distrait pendant très longtemps. Pendant des années, mon seul horizon, c'était un horizon hebdomadaire, limité au week-end. C'était mon objectif. Je sais que je vais sortir, je sais que je vais picoler, je sais que je vais rencontrer des gens, je vais essayer de tomber amoureux et tout. Voilà, juste me marrer et juste m'enfuir, en fait.
je ne vais pas cracher dans la soupe, car malgré tout, je me suis beaucoup amusé. C'est super sympa d'être au Japon, c'est super sympa d'être à Tokyo et de pouvoir sortir autant. Mais à partir du moment où ta vie tourne autour de ta fiche de paye mensuelle, pour aller boire le week-end, pour aller au Kabakura, pour aller en club, pour sortir dans un truc obscur, tu ne vas pas durer. Vous n'imaginez pas le nombre de gaijin que j'ai vu débarquer ici, gentils, innocents, et qui ont fini usés par le système nippon au point de finir par faire n'importe quoi d'eux-mêmes, et même parfois de devenir d'affreux personnages. Mais étant donné qu'on aborde ici la question des sorties, oui, c'est important de sortir. La grande majorité des connexions que je me suis faites au Japon, c'est en sortant, c'est en allant dans les bars, partir à la rencontre de différentes personnes. Et quand je dis sortir, c'est pas aller au hub et c'est pas rentrer à minuit. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est à la portée de tout le monde, car il y a déjà le facteur financier, il faut avoir des thunes pour pouvoir sortir, pour pouvoir rester tard, et si besoin, se déplacer, prendre un taxi ou autre. Et il y a également l'aspect humain. Pas tout le monde se sent forcément à l'aise en société. Ce n'est pas quelque chose de contrôlable. La chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de beaucoup sortir de base, de tout temps. J'ai toujours été quelqu'un qui adorait faire la bringue, sortir et tout. Il y a aussi le voyage, ce qui fait que j'ai pu rencontrer des gens venant d'horizons très différents, dans beaucoup de situations diverses et variées. Je suis super à l'aise. J'arrive à m'adapter un tant soit peu. Ne mésestimez pas le vécu, l'expérience et le zizi. Ça n'a aucun rapport, j'avais juste envie de dire zizi. Écrivez zizi dans les commentaires. Un conseil, si vous désirez sortir afin de rencontrer des gens, que ce soit pour votre vie sociale ou peut-être networker, il ne faut pas être bizarre et avoir du vice. Je sais que c'est particulier de présenter les choses comme ça, mais ce sont des choses qui se sentent très rapidement et qui sont extrêmement répulsives. Je vous parlais du Hub avant, qui est donc, pour les personnes qui ne savent pas, une chaîne de pubs à l'anglaise qu'on retrouve au Japon, et ce sont surtout des pubs qui sont extrêmement populaires auprès de la population étrangère. Personnellement, je ne vous conseille pas d'aller dans ce genre d'endroit. Il faut savoir où sortir, faites vos propres recherches, et souvent le plus pratique, c'est d'être introduit par les bonnes personnes qui vous permettront de rentrer dans certains cercles et aussi d'avoir un traitement préférentiel. Cela dit, si tout n'était que bringue et gueule de bois, la vie serait bien trop simple, et meilleure surtout. Les relations entre personnes japonaises et personnes étrangères peuvent être très enrichissantes, mais elles sont parfois marquées par des différences culturelles importantes. Et attention, car l'un des dangers qui peut empêcher une bonne intégration au Japon, c'est avoir le sentiment qu'en tant qu'immigré et en tant qu'expatrié, on est bien accepté et intégré, alors que ce n'est pas du tout le cas. Parfois, j'ai le sentiment que certains gaijin se disent intégrés au sein de la société japonaise, plus pour leur ego que dans les faits. Mon ressenti, c'est que beaucoup d'étrangers sont en réalité en décalage entre ce qu'ils pensent être une intégration et la réalité des relations au Japon. Et je pense que ce sentiment, il est souvent poussé par un manque d'humilité. Il y a toujours ce désir de se dire que « Ah, je comprends le Japon, je comprends le japonais, c'est tellement chez moi, je suis ici depuis tant d'années, j'ai tant d'amis japonais, etc. » Et je ne comprends pas pourquoi il y a cette espèce de sentiment et d'envie de faire la course à la légitimité au Japon. Et je sais, c'est quelque chose que je dis très souvent, mais il n'y a rien de si spécial au final à vivre et à travailler au Japon. Il faut arrêter avec ce culte du Japon où on se dit que « Ah, j'y suis, donc j'ai terminé le jeu ». Personnellement, je préfère rester dans une zone grise, car il y a ce que j'appelle la zone blanche et la zone sombre. La zone blanche, c'est vraiment quand on vient au Japon en tant que touriste. On ne sait pas parler japonais, on sait dire 2-3 mots, on est fasciné par tout, et du coup, je suis sûr que ça arrivait à énormément de personnes, on constate que l'hospitalité des gens est incroyable et extrêmement sympathique. On se contente très bien de faire l'expérience du pays en surface. Attention, c'est pas du tout un jugement de valeur, je pense que ça reste parmi les meilleures sensations que j'ai eues en venant ici au Japon. Et à contrario de cela, l'autre extrême, dira-t-on, il y a la zone sombre. C'est ce moment où on a passé le temps au Japon, où on commence déjà à avoir une certaine connaissance, mais le risque, c'est que à contrario de la zone blanche dont je parlais avant, on n'a plus cette innocence. C'est que chez certaines personnes, il peut y avoir une forme de manque d'humilité qui va de pair. Et je pense qu'il faut juste pas tomber dans ces travers. Il faut savoir accepter le fait qu'on est des guests, on est des invités au Japon. Et il y a absolument rien de mal à ça. Il y a rien de mal à être un touriste. Il y a rien de mal à être une personne qui vit son expérience à sa façon. Et je vous avoue que moi, ma stratégie, c'est de rester dans une espèce de zone grise où je suis entre les deux. Voilà, il s'agit simplement de mes quelques conseils si vous voulez ne pas échouer socialement, sentimentalement, psychologiquement, mentalement, financièrement, professionnellement au Japon. Je pense que c'est très important de savoir miser sur ses compétences personnelles et je ne le redirai jamais assez. Le Japon n'est pas la solution à vos problèmes. Votre vie ne va pas forcément être meilleure en étant au Japon. Essayez d'être déjà heureux chez vous, heureux avec ce que vous avez, car si vous n'avez pas déjà ce qu'il faut à domicile, c'est pas le Japon qui va vous le donner. Peut-être que le Japon va révéler quelque chose chez vous, peut-être que le Japon va vous aider à vous réaliser, mais ça ne va pas partir de rien. Il faut qu'il y ait des bases professionnelles, des bases estudiantines, des compétences. Dieu sait combien de personnes j'ai rencontrées ici, des amis, des connaissances qui ont débarqué au Japon avec l'envie, avec le rêve, le désir d'y réussir et d'y être heureux, mais qui n'y sont pas parvenus et sont rentrés chez elles dépités, tristes et même dégoûtés du pays. Le Japon, c'est pas un médicament, c'est pas une solution au problème. Et le pire, c'est vraiment la désillusion qui peut avoir un effet véritablement dévastateur. Voilà, je voulais faire cette vidéo un petit peu à cœur ouvert et puis dire un petit peu les termes, les choses que j'ai relatées, les
choses dont j'ai parlé, ce sont des choses qui me sont arrivées la plupart du temps, qui sont arrivées à des amis, à des gens que je connais. Mes plus grands moments de détresse mentale, je les ai pas vécus en Suisse, je les ai pas vécus aux États-Unis, au Canada, en Angleterre ou je ne sais pas quoi. Je les ai vraiment vécus ici. Et maintenant, ce qui me sauve au Japon, ce sont des choses que j'avais déjà construites par le passé. Diplôme universitaire pour trouver un travail, avoir un visa de travail, compétences sociales pour rencontrer des gens et puis trouver des opportunités, et mes compétences dans le dessin qui ont fait que j'ai pu travailler sur plusieurs projets, que ce soit avec des gens d'ici ou d'ailleurs. Cette vidéo, elle n'est pas du tout là pour décourager qui que ce soit. Il faut donner une chance à son potentiel, et ce potentiel, c'est pas forcément quelque chose qui va tomber d'un arbre parce que vous êtes au Japon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était le clochard magique Toine Hollaback. Je vous remercie vraiment de m'avoir regardé. N'oubliez pas encore de vous abonner, de liker, de commenter, de soutenir cette petite chaîne. Et un grand big up une fois de plus aux tipeurs Twinsunien, Micmac et Xissa. Encore une fois, je suis pas le plus grand spécialiste du pays. J'ai mon parcours de vie qui fait que, mais j'ai vraiment pas envie que mon contenu, mes vidéos ou mon parcours donnent des fausses idées aux gens et qu'ils s'imaginent que je veux venir au Japon et je veux vivre ma meilleure vie. C'était le clochard magique. Ciao! Le chat.